tester dans le chat. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau Z-Stream. Je crois que c'est le numéro 16. Et donc, je vous ai préparé un certain nombre de sujets. Donc, on va faire du no-code tranquillement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Zilio, donc Zilio, c'est un outil no-code français, assez complet maintenant, hein, après 5 ans d'activité. Et donc, à travers ces streams, je vous fais découvrir les fonctionnalités de Zilio à travers des exemples concrets, illustrés, que vous pouvez reproduire par vous-même d'ailleurs, hein, parce qu'on fournit également des jeux de données directement dans l'outil avec des tables prédéfinies, ce qui vous permet de prototyper très rapidement. Vous voyez à travers cette petite démo, là, on est sur un outil hyper accessible, hyper simple à utiliser. Alors, il y a des concepts un peu plus sophistiqués, mais c'est tout à fait normal, hein. Une application, c'est pas toujours extrêmement simple, hein. On a parfois des besoins qui sont un peu compliqués, hein, notamment quand on met à jour des données liées, quand on met en place du paiement, quand on doit mettre à jour plusieurs tables, ou quand on doit intégrer un système tiers. Il y a forcément des sujets un peu plus techniques qui nécessitent un peu de formation. Voilà, donc en fait, moi je m'appelle Didier, je suis fondateur de Zilio et Product Manager. Et donc c'est avec plaisir que je vais animer ce stream et les prochains pour vous démontrer comment on fait du no-code en 2026 grâce à cet outil. Alors, est-ce que vous nous avez rejoints? Est-ce que vous êtes en ligne? Voilà, donc on a quelqu'un qui s'appelle Apprendre le no-code FR. Hello. Je n'ai pas l'impression que tu sois déjà venu. Tu pourrais nous donner ton prénom? Ok, donc aujourd'hui, je vous ai préparé un certain nombre de sujets, des sujets un peu spéciaux, je dirais, parce que ce sont des composants, des actions qu'on va mettre en place aujourd'hui qui sont pas utilisés au quotidien, mais qui sont très utiles. Donc, on va parler de génération de QR code, on va parler de génération de cartes virtuelles, on va parler de scan de QR code et de signature. Voilà. Mais avant cela, je vais répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées sur le Slack de Zilio cette semaine, notamment une qui est à propos des mises à jour de données. Donc, on va faire un petit aparté aujourd'hui sur ce sujet. Ça servira certainement à vous toutes et tous. Donc, je vais me connecter. Donc, on est sur Zilio, ici.com ou zilio.fr. Je vais me connecter avec mon compte Google sur Zilio Stream. Voilà. Voilà, on est bon. Donc là, on a toutes les applis qu'on a soit créées, soit modifiées depuis le début des streams, notamment pour les nouveaux. On a créé cette application, la JSON Stock, on a vraiment créé de zéro dès le premier stream numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'au 16 aujourd'hui. Et puis, on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on a créé une autre application, AgriOptima, qui est une application SaaS, où en fait, on a cherché à monétiser la première application. Et donc, on a créé une autre application une sorte de page de vente, hein, où on propose ici notre application avec la possibilité de faire un vrai paiement avec Stripe. Voilà. Et puis, on a créé d'autres applications pour vous faire découvrir les dernières fonctionnalités. Voilà. Alors, en parlant de dernières fonctionnalités, on va le faire tout de suite. On a sorti quelques petites fonctionnalités cette semaine. Je vais vous faire un point là-dessus. Ça va être très rapide. Voilà, enfin, news. Ok, bonjour Sacha, bienvenue. Est-ce que tu as déjà utilisé Zilio? Est-ce que tu as déjà fait du no-code? Attends, je suis en train de voir que tu t'appelles Apprendre le no-code FR, donc j'imagine que peut-être que tu donnes des formations, peut-être.
Ok, la première fonctionnalité dont je voulais parler, elle a été annoncée d'ailleurs dans le Slack de Zilio. Donc, je vais revenir en arrière. Et en fait, ici, dans la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur ce bouton qui vous emmène en fait sur le Slack de Zilio. Donc, le Slack de Zilio, c'est celui-ci où en fait, on a ici la communauté Zilio, hein, donc des utilisateurs Zilio, des clients, des experts, des freelances qui utilisent Zilio au quotidien. Et nous, on y fait aussi des annonces hein, en général où on parle des nouvelles fonctionnalités. Là, je parlais des e-streams. La semaine dernière, on a eu un événement avec un client qui a eu qui est lauréat, hein, donc qui a reçu un prix de la part de la région Île-de-France. C'était super sympa. Ici, on a parlé de les nouvelles icônes dont j'ai parlé aux e-stream numéro 15 la semaine dernière. Et j'ai aussi évoqué les nouvelles permissions sur les tables. Et cette semaine, on a, alors c'est pas ici, je remonte un petit peu. Voilà, on a le composant audio permet de déplacer le curseur. Voilà, avant il démarrait forcément au tout début, vous ne pouvez pas le déplacer. On a le composant WhatsApp qui permet d'ajouter un message. Donc si vous cliquez sur le contact WhatsApp, je vais vous le montrer rapidement. Pourquoi j'ai deux fenêtres? Ok. Montrer rapidement. Donc si je cherche le composant WhatsApp, fixe, voilà. Donc ce composant, il a une nouvelle propriété de message. Ce qui fait que si l'utilisateur final clique sur ce bouton de contact, il va lancer l'application WhatsApp sur le numéro de téléphone indiqué ici. Donc ça existait déjà. Mais en plus, il va y avoir un message qui va être préparé. Et ce message, évidemment, peut contenir une formule. Donc, il peut contenir des données. Alors, on nous dit apprendre. Donc, c'est Sacha. Hein. Voilà. Sacha nous dit full code maintenant. Merci, Claudio. Ah, ça n'empêche pas, hein, ça se complète très bien, hein, le no-code et l'IA. D'ailleurs, nous, on est en train de prototyper dans Zilio la possibilité de créer des applications à partir de l'IA. Donc en fait, vous aurez directement un jeu d'écran qui seront directement créés dans l'outil avec des illustrations. Et puis on a commencé aussi un proto pour générer des composants, donc des composants hyper personnalisés, puisque vous allez pouvoir les créer à partir de prompts, vous allez pouvoir les modifier. Et derrière, les propriétés qui s'afficheront ici, où les styles seront adaptés par rapport à ce que vous auriez demandé à l'IA. Mais ouais, Claude est vraiment excellent. Et bonjour Olivier. Voilà, donc pour le composant WhatsApp, voilà, donc c'est pas une révolution, mais en tout cas, c'est les petites fonctionnalités qui sont demandées assez régulièrement, des toutes petites fonctionnalités comme celle-ci, qui sont vraiment utiles à nos utilisateurs. Donc ça débloque vraiment des situations. Et donc la troisième évolution, c'est à propos du composant table qui maintenant affiche un différent curseur, donc un curseur qui est plus explicite, hein, pour indiquer qu'on peut sélectionner une ligne. C'est vrai que ce n'était pas très explicite avant. Et donc on l'a modifié. Voilà, donc pas énormément d'évolution cette semaine. Et en fait, la raison, c'est parce qu'on travaille sur les 10 millions de lignes dans Zilio. Donc vous savez, dans Zilio, on a la possibilité de créer des tables. Aujourd'hui, elles sont limitées à 50 000 lignes, même si on sait qu'on peut monter à 100, on peut monter à 200, on a déjà fait des tests. Mais voilà, pour scaler, pour aller vraiment au-delà du million, du 10 millions, voire plus, on est obligé d'introduire des nouveaux éléments d'infrastructure. Et puis, on est obligé aussi d'ajouter des nouvelles fonctionnalités dans l'outil, parce qu'ici, on verra l'ajout de tables particulières. Alors, je ne sais pas trop comment on va les appeler en français, mais en anglais, on les appelle les bit tables. C'est assez courant de les appeler comme ça, où on a des tables qui peuvent vraiment stocker des millions d'enregistrements sans souci. Donc, on ne sait pas encore comment ça va figurer. Est-ce qu'on aura table et grande table? C'est un peu bizarre de dire grande table, mais pourquoi pas. Et qui auront des capacités de stockage énormes. Et des fonctionnalités un peu particulières. On ne peut pas traiter une petite table, entre guillemets, même si elle fait 50 000 lignes,
comme une grande table. Voilà. Donc, tout ça, ce sera expliqué. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'on a sorti peu d'évolution cette semaine sur l'outil en tant que tel. C'est parce qu'on continue à travailler sur les 10 millions de lignes en tâches de fond. Et puis voilà. Donc voilà, donc c'était la petite aparté sur les évolutions. Alors moi, je voulais revoir un sujet à propos des mises à jour. Donc j'ai eu cette question cette semaine et je me suis dit peut-être qu'on n'a pas été assez clair sur comment fonctionnent les mises à jour. Et en fait, les mises à jour sur Zilio sont plus souples qu'elles n'y paraissent. Je vais vous montrer cela. Donc voilà, on va supprimer ça. Je n'ai pas de données, donc je vais prendre la table produit, voilà, comme d'habitude. Et puis, on va créer un écran de liste. Voilà. Voilà, donc ça, vous connaissez. Et à partir de cet écran, on va créer un écran de mise à jour, modification, produit. Voilà, je fais un peu vite parce que normalement, vous connaissez. Et ensuite, je relis les deux. Donc en fait, quand je clique sur cet élément, on va aller sur l'écran de modification, ici. Et on a un bouton confirmer. Et ce bouton confirmer, on va le configurer pour mettre à jour. Donc là, c'est déjà prédéfini. Et on va également revenir sur l'écran précédent, produit liste, et on va afficher une notification pour bien faire. Notification, celle-ci, voilà, et on va dire modifier. Voilà, je vais un peu vite. On ne crée pas une vraie application, hein, c'est vraiment une démo. Bonjour Émilie. Ok, donc on va tester cela. Je clique sur pomme. On va modifier le prix à 8. Voilà, modifier. Je reviens sur pomme. Voilà, le prix est bien passé à 8. Donc voilà, vous connaissez ce principe, hein, je l'ai déjà démontré, et c'est vraiment une base de Zilio. Vous voyez, on peut vraiment créer une application qui modifie des données très rapidement via ces principes. Et en fait, la question qui m'a été posée cette semaine, c'est oui, mais là, dans mon cas précis, ce n'est pas tout à fait celui-ci, mais on peut le projeter hein, sur cet exemple. Par exemple, ici, il me dit oui, mais moi, je ne voudrais pas que les utilisateurs puissent changer le prix. Ils pourraient changer les autres propriétés, mais pas le prix. Donc, est-ce qu'on peut mettre en lecture seule, par exemple, ce champ prix? Et en fait, le besoin, effectivement, c'était de ne pas proposer la modification de cette colonne. Et en fait, on peut effectivement le mettre en lecture seule. Hein, si vous allez dans Conditions, vous avez activé si. Donc, vous pouvez désactiver ce champ et mettre ici une condition. En fait, il y a une méthode plus simple de ne pas proposer la modification de cette colonne, c'est de supprimer. Vous n'êtes pas obligé de faire figurer tous les champs de la table. Hein, je peux ici supprimer devise. Voilà, je sélectionne moi-même les champs que je souhaite proposer à modification. Et la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin de modifier mon action ici, puisque mon action ici, elle consiste à indiquer que dans la colonne nom, on va y mettre le nom du produit, la description du produit, l'image du produit. Vous voyez, c'est déjà préconfiguré. Alors, vous pouvez le changer parce que vous pouvez très bien dire ici, le niveau de stock, je vais le positionner une valeur qui a été saisie autrement par l'utilisateur, ou je peux la mettre en dur. Je peux dire que c'est 1 ou 0 si je veux vraiment la passer à 0. Mais voilà, par défaut, l'action mettre à jour une sélection reprend toutes les valeurs de la sélection, donc de notre produit, et qui soit affiché ou pas. Donc c'est vraiment ça la distinction, c'est que on n'est pas forcé d'afficher les colonnes dans un écran pour qu'elles soient modifiées en table. Donc là, effectivement, j'ai un formulaire avec moins de champs que tout à l'heure. Mais il rend le même service. Donc là, je ne peux plus modifier le prix, hein, il n'est plus disponible. En revanche, évaluation nutritionnelle, si je le passe à 1, voilà, donc il est passé à 1. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci, je n'ai pas d'erreur, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est pour répondre à ce genre
de questions, d'interrogations que j'ai reçues cette semaine. Lorsque vous faites une mise à jour d'un élément, vous n'êtes pas obligé de préciser toutes les colonnes. Et même remarque pour la création, si vous créez un fruit, vous n'êtes pas obligé de demander à l'utilisateur de créer toutes les colonnes. Vous pouvez sauvegarder avec un sous-ensemble. OK. Et une autre remarque également, c'est que il y a une nouveauté depuis à peu près 2 mois, c'est qu'on a ce sélecteur ici qui permet d'indiquer, de mettre à jour seulement un sous-ensemble. Vous voyez, si on met à jour toutes les colonnes, bon, ça marche, hein, ce n'est pas un souci particulier. Vous pouvez aussi déterminer que ici, on souhaite mettre à jour que non, par exemple. Donc, je décoche le reste. J'aurais dû cliquer sur tout décocher. Et en fait, ici, on va mettre à jour, donc je peux retirer ce sélecteur. Hein. Donc ici, on voit que je ne mets à jour que non. Je peux recocher pour mettre à jour que nom et description. Voilà. Alors ça peut être très utile. J'anticipe la question. Hein, donc ça peut être très utile si vous faites de l'automatisation, et notamment avec des systèmes qui vont détecter si des colonnes ont été modifiées. Imaginons ici que j'utilise Airtable ou TimeTonic et que j'ai une automatisation qui se déclenche si le niveau de stock change, est mis à jour. Vous voyez, dans ce cas-là, il va être mis à jour. Dans ce cas-là, on met à jour ces 3 colonnes, le niveau de stock va être mis à jour et ça va déclencher une automatisation. Parfois, on ne souhaite pas que l'automatisation soit déclenchée et dans ce cas-là, parce que dans ce cas précis, on ne mettrait pas à jour le niveau de stock. Dans ce cas-là, on décoche le niveau de stock et seul nom et description seraient mis à jour. Voilà. Donc là, attention, la description il va être vide, donc je vais le remettre à sa valeur. Ici, description, produit, description. Voilà. J'espère que c'est clair. J'espère avoir été limpide. Alors dites-moi si vous avez des questions. Dites-moi aussi si c'est utile de revenir sur ce genre de concept. Et puis si ça l'est, on va passer à la suite. Je vais supprimer ces 2 écrans. Et on va passer à la suite puisqu'on va parler de composants un peu atypiques, je dirais des composants qu'on utilise un peu moins, mais qui sont très utiles hein, quand on en a besoin. Ils sont indispensables dans certains cas. OK. Et difficile de passer outre, hein, il est difficile de les contourner s'ils ne sont pas présents. Alors le premier, ça va être les QR codes. Donc, pour illustrer cela, je vais créer un écran, voilà, peu importe, et je vais prendre le composant QR code, voilà, fixe. Voilà, donc on a un message, je voudrais qu'on le passe en français. Vous pouvez le passer ici en français, scannez-moi. Voilà. Vous pouvez aussi le retirer hein, complètement. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc on a un composant QR code qui va afficher en fait la valeur qui est saisie ici. En l'occurrence, c'est texte. Donc si je prends mon téléphone et que je me mets en mode appareil photo, voilà, vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc en fait, ici, si je scanne ce QR code, voilà, mon téléphone affiche, vous n'allez peut-être pas le voir, hein, mais il affiche texte. En fait, il affiche ce qui a été saisi ici. Voilà, donc tout ça pour dire que dans un QR code contient, vous le savez déjà, il contient une information. Elle peut être de différents types. Ça peut être du texte brut, comme on peut le voir ici. Ça peut être une URL vers un site, vers un fichier. Ça peut être l'URL d'une application. Hein, dans Zio, quand on publie, on obtient une URL d'une application. Ça peut être également, qu'est-ce que j'avais en tête comme exemple j'ai oublié. Oui, une carte virtuelle. Donc on va voir le cas juste après. Donc ici, on a un QR code qui contient texte en dur. Et je peux mettre, vous voyez là, le QR code, il change en temps réel. Je peux mettre Zilio, par exemple.
Vous voyez, c'est complètement dynamique et c'est lié à la valeur qui est renseignée ici. Alors, évidemment, ça peut être dynamique. Si je vous mets ici un composant texte, voilà, donc là, on va mettre texte pour QR code. Et ici, je vais le lier, justement. Donc, on a la variable texte pour QR code. Donc, on fait un lien entre les deux composants. Voilà. Donc là, il n'affiche plus rien parce que actuellement, là, dans l'écran, il n'y a pas de valeur ici. Hein. Donc, à l'écran de démarrage, effectivement, j'ai supprimé l'écran précédent. Donc, on va indiquer que l'écran de démarrage est celui-ci. Et ici, donc, le fichier zstream. Voilà, donc ici, il affiche maintenant zstream. Donc ça peut être dynamique. Ici, on l'a lié à un autre champ. On peut aller un peu plus loin, évidemment. On peut reprendre nos exemples précédents. Donc si je crée un écran de liste, cette fois-ci, je vais supprimer, je crée un écran de détail sur cette liste. Voilà. Je peux, dans cet écran de détail, on va faire un peu de place. Voilà. Je vais pouvoir ajouter le composant QR code. QR code. Voilà. Et je peux l'associer à une donnée. Je peux l'associer. Alors ici, on n'a pas de lien. Je peux l'associer à la description. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà, donc là, on a le QR code qui contient la description, qui contient en fait tout ce texte. Je vous le mets si vous voulez scanner. Alors, je ne sais pas si la qualité sera suffisante, hein, mais voilà. Donc, je vais tester. En fait, là, le téléphone va... voilà, c'est instantané. Voilà, donc là, du coup, j'ai... je ne sais pas si vous allez voir, j'ai la description qui s'affiche sur le téléphone. Évidemment, on pourrait y mettre un lien. Mais dans mon jeu de données, je n'ai pas de lien associé au produit. Voilà. Alors, est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que c'est clair? Ok. On va continuer et du coup, on va parler d'un autre composant QR code. Alors, on va mettre ça de côté. On a un autre composant qui est la carte virtuelle, hein, qui semble vCard. Card, non. Code. Voilà, carte. Ah, ok, c'est vrai, il a été traduit en français. Donc, carte QR code. Et donc là, ça va permettre de construire un contact. Et du coup, c'est très approprié hein, pour échanger un contact par téléphone via un QR code. Donc là, en fait, je vais supprimer les produits, là, on n'a plus besoin. Non, je vais mettre là au cas où vous avez une question. Et là, je vais avoir besoin d'utilisateurs. Émilie nous dit « Oui, merci ». Super. Excellent. Donc, je vais drag-dropper une table utilisateur. Donc, c'est un peu comme la table produit. Hein. On a des tables d'exemple. Et donc, la table utilisateur ici contient 2 utilisateurs d'exemple. Avec voilà, des faux mails, avec des mots de page, je crois que c'est 000, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Et une photo de profil, voilà. Alors, pour les puristes, hein, vous avez vu un mot de passe en clair. C'est pas un souci parce que, en fait, vous pouvez, depuis cet onglet sécurité, qu'on mettra par défaut à un moment donné, hein, on peut basculer tous les mots de passe en sécurisé. Donc, tous les mots de passe seront cryptés. Donc là, par défaut, je les ai laissés ouverts à des fins de démonstration. Mais évidemment, quand on crée une application, on veut absolument masquer tous les mots de passe. Donc, je vais créer un écran de liste sur utilisateur. Voilà. Et puis, un écran de détail. Un écran de détail. Voilà. Et on va relier les deux. Voilà, donc assez classique. Hein.
Rien d'extraordinaire jusqu'à maintenant. Et donc, on va passer en simulation. Et certains d'entre vous le savent, la table utilisateur, elle est protégée par défaut. Donc, si je vais en simulation, attendez, je vais indiquer que c'est le premier écran ici, puisqu'on était sur le produit. Si je vais en simulation, je vais avoir un souci. Voilà. Donc, Zillow me dit, attends, tu essaies d'accéder à une table privée sans t'authentifier. Donc ça, c'est pas bon, c'est pas correct. Vous voyez, ici, on a une protection du système Zillow qui refuse d'accéder à cette table puisqu'elle est publique. Donc, voilà, donc c'est le paramétrage par défaut de la table utilisateur. Ici, elle est en niveau d'accès sécurisé, ce qui est recommandé. Et c'est ce qui permet en fait de sécuriser l'ensemble des autres tables, parce que cette table va être utilisée pour authentifier les utilisateurs. Alors dans l'autre cas, on va faire quelque chose qu'on ne fait quasiment jamais. On va la passer en public. Je vais même aller utiliser la fonctionnalité qui a été décrite la semaine dernière, juste en lecture. On peut imaginer une table d'utilisateurs qui serait en lecture. Ça, c'est pas forcément un souci. Ça dépend de vos besoins. Imaginez que vous faites une application d'événements et vous affichez la liste des speakers, par exemple. C'est pas un souci en tant que tel. Ce qui pose un souci, c'est les données sensibles. Vous voyez, ici, on a un mot de passe, donc je vais le supprimer. Voilà. Imaginons que ce soit une liste de speakers pour un événement. On ne va pas y mettre son mot de passe, évidemment. Donc ici, j'ai son nom, son email, téléphone. Bon, ça peut être sensible, évidemment. Je vais le supprimer. Donc, vous voyez, là, ça devient moins gênant. Donc là, ça peut être effectivement tout à fait volontaire d'avoir une table utilisateur. D'ailleurs, je pourrais la renommer speaker, n'importe, qui contient son nom, email et profil. Voilà. Et donc ici, si on se rend en simulation, on accède à l'ensemble des propriétés. D'ailleurs, vous voyez que le téléphone ne s'affiche pas, et tout simplement parce qu'on a supprimé la colonne téléphone. Et d'ailleurs, Zillow nous dit, attention, il y a un souci. On va le supprimer. Voilà. Et donc ici, on va vouloir afficher une carte virtuelle pour pouvoir transmettre ce contact via un QR code. Donc pour cela, on va utiliser un composant qui s'appelle, celui qu'on a vu tout à l'heure. Si je tape QR, donc celui-ci, QR code. Alors, on va partir en fixe pour le moment. Et voilà. Vous voyez l'ensemble des propriétés qu'affiche au composant. Donc on a le téléphone, organisation, titre. En fait, c'est toutes les propriétés que vous allez retrouver dans la fiche de contact sur le téléphone. Une fois scanné, vous allez retrouver toutes ces informations. Donc, le téléphone, on l'a supprimé. Bon, c'est un peu dommage. Donc, du coup, on n'a pas le téléphone. On a l'organisation. On a titre. Qu'est-ce que ça peut être? Product Manager. Voilà. Ceci, titre, on ne l'a pas dans la table. Bon, c'est pas grave. Vous voyez le principe. Donc là, je vais mettre des données en dur et puis d'autres qui sont dynamiques, puisqu'ici, on va chercher l'email de l'utilisateur sélectionné. Pour voir les nouveaux et les nouvelles, ici, quand on va dans Données, on affiche tous les éléments qui sont sélectionnables dans l'application. Donc, on a un composant ici, liste, qui permet de sélectionner. D'ailleurs, c'est un composant gris, et on le reconnaît avec son icône ici. Vous voyez, tous les carrés, ça signifie composant gris. Donc, ce composant gris qui s'appelle, ou qui affiche utilisateur, a une propriété email. Vous voyez, Zillow ici fait le rapprochement. Email doit correspondre à un email. Le site web, on n'en a pas. Enfin, on n'en a pas dans la table. Le nom de la personne, on l'a dans l'utilisateur. Libellé, on n'en a pas, parce qu'il y a des détails. Donc voilà. Le libellé, c'est la carte. C'est celui-ci, carte à scanner. Carte virtuelle, on dirait. OK, donc du coup, on va dans Simulation. Je clique ici. Je clique sur carte à scanner.
Vous voyez ici, j'ai un nouveau panneau qui s'affiche avec la possibilité de scanner la carte virtuelle. Alors, je vais tester. Alors, testez vous aussi. Dites-moi si ça fonctionne pour vous. Voilà, moi ça fonctionne. Donc, on me propose un nouveau contact. Vous voyez, je vais scroller un petit peu. Voilà. Donc voilà, très pratique. Vous avez vu, très simple à mettre en place. Voilà, on peut y mettre des données en dur, des données dynamiques. Je ne vous l'ai pas montré, mais on peut utiliser des formules également. Donc on peut combiner ici avec des données supplémentaires. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce composant. Je ne vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. Voilà, style. Voilà, il fait le boulot. Il fait le boulot à partir de ce jeu de propriétés, vous permet de scanner vraiment en une demi-seconde une carte virtuelle utilisateur. Voilà, donc c'est vrai que c'est un composant dont on ne parle pas beaucoup. Idem pour le QR code. Voilà, alors je vais un peu tricher, je vais regarder mes notes. Stabilisateur publié, écoutez, on est bon. Ok. Alors on va passer à un nouveau cas d'usage. Attendez. Ouais, c'est ça. Alors, il nous en reste deux. J'avais confondu les deux. On déplace tout ça là-bas. On supprime. Allez. Du coup, on va parler du composant signature. On va créer un écran. Et parmi les composants de saisie, donc si on descend ici, on a pas mal de champs de saisie. Vous voyez, il y en a 4 x 5, plus 1, ça fait 21 composants de saisie, donc c'est pas mal. Il y a vraiment de quoi faire. Et on peut prendre le composant signature. Donc, imaginons ici que j'ai besoin de collecter la signature client sur le terrain. Donc je l'appelle signature client. Et puis, je vais vous le montrer directement. Donc, on a un écran. Je clique sur signature. Un panneau spécifique apparaît. Et là, avec mon doigt, je vais pouvoir signer un document, une commande ou je ne sais quoi. Je valide, la signature apparaît dans le composant. OK? Alors, on peut le refaire. On fait un carré. Voilà. Vous voyez, c'est immédiat. Je vous ferai remarquer aussi que ce composant est disponible dans tous les plans. C'est-à-dire que même depuis le plan gratuit, vous avez accès à ce composant. Je dis cela parce qu'il y a d'autres plateformes qui le proposent dès les plans payants. En fait, avec Zillow, on a accès à tous les composants de base, avec les plans gratuits. Donc, alors comment ça marche en fait? Ce composant va générer une image à partir de la signature. Donc ça, c'est plutôt pratique, puisque vous allez pouvoir sauvegarder cette image. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va mettre un texte avec un libellé, et on va lui dire de nous afficher la variable associée au composant signature. Bonjour Serrano. Donc je sélectionne la variable associée. Vous voyez, c'est celle que j'ai mise ici, signature client. Donc la signature va être stockée dans cette variable signature client. Et ici, je me contente d'afficher signature client. On y va. Donc ici, je n'ai pas de signature, donc je n'ai pas d'image. Je clique, je valide, et vous voyez ici, une image a été générée. Voilà, c'est une image générée par Zydio, elle est hébergée chez Zydio. Okay,
Et on peut la reconnaître parce qu'elle contient un suffixe signature.png. Voilà. Elle est présente dans votre application, mais à ce stade, elle n'est pas vraiment stockée dans une table. On n'a rien fait, on n'a rien défini dans notre application pour qu'elle soit stockée dans une table. Donc ça, on va le faire. Je vais descendre un peu l'écran. Donc ça, on va le faire, puisqu'en fait, effectivement, nos signatures sont perdues. Si je redémarre l'application, on n'a plus de signature. Alors, ce n'est pas tout à fait perdu, parce qu'en fait, si vous allez ici dans l'espace de stockage de votre application, vous allez voir ici, voir les fichiers, on a un certain nombre d'images. Donc nos signatures sont toujours là, en fait, sont toujours présentes. Si je clique ici, voilà. Elles sont présentes, mais elles ne sont pas référencées dans une table. D'ailleurs, Zwillieux nous le dit, les 3 fichiers, les 3 images sont inutilisées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas utilisées dans des tables. Donc là, je vais les supprimer, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est stocker ces signatures. Sinon, ce n'est pas très utile. Signer sans stocker la signature, ce n'est pas très utile. Et donc, on va vouloir stocker tout ça. Donc, on va créer une table document avec un nom de document, avec un contenu de document, et puis une colonne à signature, justement. Et la signature, c'est une image. Voilà. Alors, est-ce que vous suivez? N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des besoins proches de ce que je suis en train de faire, c'est vraiment le moment de poser des questions. Donc là, on a une table document, donc on va dire ici contrat, assurance, canin, contenu, ce document, on va utiliser les mains, crée-moi un document, un contrat fictif, un contrat d'une assurance, texte, ou non, tiens, on va l'illustrer différemment avec du Markdown. Vous voyez, le Markdown, c'est un format un peu plus riche où on peut mettre en gras, en italique. Voilà, non, mais donne-moi le Markdown. Vous voyez, ici, j'ai un format un peu riche, parce que j'ai du gras, j'ai plusieurs tailles. Mais là, je vais vouloir le... Voilà, vous voyez. Donc, en fait, ce format, c'est le format Markdown. Et en fait, il permet, via des petites conventions, là, des dièses, des étoiles, permet d'indiquer une sorte de hiérarchie. Ouais, c'est sympa. Serrano nous dit, c'est cool le Markdown. Et donc, en fait, on peut définir une sorte de hiérarchie. Vous voyez ici, un seul dièse, 2 dièses pour les différentes sections. On a des étoiles. On peut faire des tableaux aussi, donc c'est plutôt sympa. Donc, je vais prendre le Markdown. Voilà. Alors, je ne vous dis pas de faire des contrats sous ce format, mais c'est vraiment à des fins d'illustration. Un peu une excuse pour vous montrer le... Voilà, donc la signature, on ne va pas la mettre ici, justement. Voilà, on confirme, et là, on n'a pas la signature, puisqu'on souhaite, justement la signature. Attendez, on va enrichir un peu, puisqu'on aimerait bien que ce soit signé par la bonne personne. Donc, on va rajouter une colonne utilisateur. Et ça va être un email. Voilà. Et on va dire que ce contrat est la destination du premier utilisateur. Je me souviens de son email, DA.
gmail.com, on va vérifier. Voilà, da@gmail.com. Vous voyez ici, on peut aussi définir une relation. Donc, normalement, vous connaissez les relations. Donc, lien utilisateur. Et c'est un lien unique de utilisateur vers la table utilisateur email. Vous voyez ici, j'ai 2 champs email qui correspondent. Donc, si je clique ici, on a bien Daniel Morgan. Ok, donc là on est bon, on a une table de documents. Ça, je vais le supprimer. On va rajouter un écran d'authentification sur la table utilisateur. Alors attendez, je l'ai un peu dénaturé la table utilisateur. Si vous vous souvenez, j'avais enlevé le mot de passe. Donc là, ça a pu marcher hein, si je fais une authentification. Alors je ne vais pas rajouter le mot de passe, je pourrais, hein, mais là, ça va être tellement plus simple de la recréer. Voilà. Et là, on va rétablir. Voilà. Voilà, on est bon. Et en plus, elle est repassée en sécurisé puisqu'on l'a recréé. Donc là, on est bon. On rajoute une authentification comme d'habitude, une table qui liste les documents. Voilà. Donc là, on nous a mis le nom et contenu. Un contenu, on ne va pas le mettre. On aurait pu mettre la date, hein, des choses comme ça. Voilà, on va le passer en liste et puis en image. Alors Zilou nous a dit, ah, c'est intéressant, il y a une colonne de type image, je te la propose, mais nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors sachez que si vous voulez ne pas utiliser certaines propriétés ici comme image, on peut cliquer sur tiret. On n'est pas obligé de conserver ou. Vous voyez ici, on a un décalage qui n'est pas voulu. Hein. Parce qu'ici, l'image n'existe pas, donc on n'a rien. Et du coup, en termes d'alignement, c'est pas terrible. Donc, je vais cliquer sur tiret et vous voyez ici, tout se décale à gauche. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, on va relier les deux. Donc, une fois authentifié, on va afficher les documents assignés. D'ailleurs, vous pourriez me dire, attention, parce qu'ici, on affiche tous les documents et on ne filtre pas par utilisateur. Donc, on va filtrer. Donc, on va rajouter un critère de filtre et on va faire en sorte que l'utilisateur corresponde à la donnée qui provient de l'écran de connexion, hein, email de l'utilisateur. Voilà, donc on vérifie que l'email correspond à l'utilisateur authentifié. Voilà, donc on va se connecter avec DA. Vous voyez, donc si j'ai un contrat à signer, et si je me connecte avec Alice, je n'ai pas de contrat à signer. Ok? C'est pas plus mal, ça permet de revenir sur des bases. Parce que c'est vrai que les bases, on les a adressées dans le stream numéro 1 et 2. Ok, du coup, on va rajouter notre signature. On va cliquer, donc ici, on a notre liste. Maintenant, il nous faut un détail. Donc, détail de documents. Voilà. Donc ça, c'est la signature, donc on va l'enlever. Le nom. Voilà, on va centrer tout ça. D'ailleurs, on va enlever le libellé. Donc, conserver que le texte. On va centrer et on va mettre une petite couleur de fond. Voilà, quelque chose comme ça. Rayon de bordure, ça va être du 12. Voilà. Vous voyez ici, on a le markdown, il n'est pas vraiment formaté correctement, parce qu'on devrait utiliser le composant markdown. Voilà. Ok, donc ici on a bien notre document. Alors est-ce qu'on a relié tous les... Non, on n'a pas tout relié. On va aller ici.
Voilà. Donc je me connecte, je clique, et voilà, on a notre contrat. Et vous voyez, il est formaté correctement grâce au composant Markdown. Voilà, il doit y avoir une erreur sur le tableau là, à voir. Ça ne s'affiche pas. OK, contrat d'assurance canin. Et donc là, on souhaiterait proposer une signature. Hein. Donc on va aller tout en bas. On va aller tout en bas et on va proposer, ça on va supprimer, et on va proposer de signer voilà, signer le document. Voilà. Ok, alors on a une question de Serrano. Et ce qui est formaté en Markdown peut être réutilisé ailleurs, car le Markdown est universel. Ah oui, c'est un standard, hein. Le Markdown, c'est utilisé partout. Donc ça peut être échangé, effectivement. Voilà, le résultat est sympa. Hein. On va regarder pourquoi le tableau ne s'affiche pas, mais c'est marrant, là, vous voyez, ils ont mis des variables. Donc là, on pourrait utiliser les formules, hein, vous voyez ici, pour remplacer. OK, signer document. Donc pour signer un document, on va effectivement utiliser le composant signature. Alors ce qui pourrait être sympa, ce serait d'utiliser une pop-up. Je n'ai jamais essayé de signer dans une pop-up. Vous voyez ici, quand on signe, j'aimerais bien qu'une pop-up s'affiche par-dessus. On va le faire. Hein. On va le faire et on va ici mettre signature. Et du coup, ici on n'est pas obligé de créer une nouvelle variable, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Tout simplement parce qu'on a déjà un document. On a déjà un document qui est sélectionné et affiché. Et donc pour cela, on va ici, vous voyez, sélectionner la colonne signature de la liste documents. Donc en fait, cette liste, hein, cette liste documents. Donc le document est sélectionné ici, il est toujours sélectionné ici puisqu'on affiche son détail. Et quand on affichera la pop-up, le document sera toujours sélectionné. Donc on change en signature. Et donc là, on a un lien direct avec le document sélectionné. Donc ici, on va pouvoir signer et il va y avoir un bouton pour mettre à jour la signature dans la table. Hein, parce que si on ne le fait pas, la signature sera générée, mais elle sera perdue. Bouton, donc là, on confirme. D'ailleurs, c'est toujours bien d'avoir des boutons confirmés. Hein. Mettre à jour, non, c'est pas mettre à jour une ligne, c'est mettre à jour une sélection. C'est le document sélectionné. Et là, on sélectionne document. Hein, donc c'est le document sélectionné. Hein, c'est une sélection. Boum. Et ici, il n'y a rien à faire. Hein. Tout est bon, puisque toutes les colonnes vont correspondre. OK. On va confirmer. Et puis, on va vouloir revenir, aller vers l'écran document, et on va mettre une notification. Voilà. Le document est signé. Succès. Et voilà. Alors, ce qu'il nous reste à faire, je crois, c'est de relier ici les deux. Écoutez, c'est pas mal. J'aimerais bien lui donner un aspect un peu plus institutionnel. On va aller dans Paramètres. On va, on va activer les polices de caractère et on va ici, je viens d'utiliser OS Wild.
Ok, pour agrémenter, on pourrait rajouter un petit composant, voilà, suggestion. Voilà, et là on pourrait mettre une sorte de warning, hein, attention, la signature authentifie, vous authentifie, voilà, sans possibilité de contestation. J'invente un peu, hein, mais... Voilà, ici on pourrait mettre une icône différente. Est-ce que je peux mettre un... J'aime bien aller dans la collection 2, hein, ça on met deux collections. Avertissement, non. Est-ce qu'on a celle-ci? Ah, on doit l'avoir, mais il a tellement... Il faudra que je me familiarise avec. Je ne sais pas si on pourra définir des catégories, parce qu'il y en a tellement maintenant. Je crois qu'il y en a 1668. Voilà. Écoutez, je ne la vois pas. Il y a certainement, hein. Vous voyez, une icône d'avertissement. Voilà, bon, là, elle est tout de suite là. Voilà. Ok, confirmé. Donc là, ça devrait fonctionner, hein. Allez, c'est parti. Didier. Voilà. Je lis mon contrat. Je fais signer. Clique sur signature. Donc, je signe un rond, on ne l'a pas fait encore. Je valide. La signature apparaît. Confirmé. Le document est signé. Donc si on se rend maintenant dans la table document, on a notre signature. Alors Serrano nous dit, il ne faut pas aussi envoyer une notif au gestionnaire de dossier. Bah, oui, oui. Donc on pourrait envoyer un mail, on pourrait envoyer une notification, une push notification par exemple. On pourrait tout à fait. Donc on peut ajouter ici dans la confirmation. Par la suite, là, on peut... quelles sont les possibilités? On pourrait envoyer une push notification. Donc, on pourrait l'envoyer à celui qui a signé et au gestionnaire. Et on pourrait aussi envoyer un SMS, un message du WhatsApp ou un email. On pourrait faire un appel à une automation aussi. Voilà, on peut quasiment tout faire. Donc, Émilie nous dit, je dois vous laisser, merci beaucoup. Simple curiosité pour l'instant, pas de besoin. Ok, avec plaisir, Émilie. Ok, donc c'était le composant signature. Vous voyez, c'est un cas d'usage assez intéressant pour le coup, un peu plus complet que ce que j'avais imaginé. Voilà. Alors moi, j'avais prévu ensuite de parler du composant scan. Mais on ne va pas avoir le temps, donc on va le faire la prochaine fois, on va le faire la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on parlera du composant scan pour vous utiliser un petit peu. Pour ceux ou celles qui en auraient besoin, ce serait ici. Voilà, lorsqu'on a besoin ici, scanner. Attendez, je vais zoomer parce qu'on ne voit rien. Voilà, scanner. On va pouvoir, via une action, scanner un QR code. Je vous montre rapidement. On prendra le temps la semaine prochaine avec un cas. Voilà, aucune caméra détectée. Oui, effectivement, sur mon PC, ça n'a pas marché, mais à tester sur le téléphone. Voilà, je vous montrerai tout ça la semaine prochaine avec un vrai cas d'usage. La possibilité de scanner n'importe quel code barre d'ailleurs, hein. Ce n'est pas que les QR codes, hein. Ça peut être un code barre habituel tel que vous les voyez sur les produits dans les magasins. Donc je vous montrerai tout cela. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack
de No Code France, dans la section Zilio. Mais également, sur le Slack de Zilio, vous allez trouver davantage d'experts et d'utilisateurs Zilio. Et puis nous, d'ailleurs, hein, vous allez pouvoir discuter directement avec nous. Et puis, je peux vous inviter également à visualiser les autres épisodes de ZStream. Vous voyez, ici sur la chaîne YouTube, vous avez des streams. Puis voilà, tout simplement. Alors, Cyrano nous dit merci pour ces démos, en tout cas. Je serai absent tous les vendredis prochains. Tous les vendredis ou seulement pendant les vacances, Cyrano? Et bonne continuation. Ça a l'air d'être durable, hein. En tout cas, tu pourras toujours revoir ces streams en replay sur la chaîne YouTube de Zilio. Voilà. Attendez, je regarde si je n'ai pas raté de message. Par politesse, non, j'en vois pas. Ok, eh bien, merci à toutes et à tous. Merci d'avoir assisté à ce stream ou de le visualiser en replay. Moi, je vous donne rendez-vous sur les Slack de No Code France ou de Zilio. Et puis, je serai ravi de vous accompagner si vous avez des projets plus ou moins concrets, de vous accompagner. On a déjà plus d'une 50aine de clients, principalement en France. On en a 3 à l'étranger. Et des projets assez compliqués, très riches, et des projets à succès, pour la plupart. Eh bien, merci à tous et à tous. On se revoit mercredi, je dis n'importe quoi. On se revoit vendredi prochain, comme d'habitude, à midi, pour un nouveau ZStream. D'ici là, eh bien, un bon vendredi, un bon week-end et bonnes vacances. Bye bye.